Bonjour et bienvenue au cours Fondation numéro 2. Oui, je me suis pas trompée. Sur. Attendez, là, ça c'est pas bien placé. Shit. Donc, sur le deadlift et le schéma moteur de tirage, ainsi que tous les mouvements suspendus. Donc, au niveau du deadlift, on va voir spécifiquement comment enseigner aux gens à prendre connaissance et à prendre contrôle de la posture de leur colonne et comment stabiliser la colonne vertébrale pour qu'elle puisse servir de levier. Parce que dans le deadlift, le travail de votre dos n'est pas de tirer, mais c'est un travail de levier. Donc, il faut qu'on transforme ça en bâton, quasiment, pour nous permettre d'utiliser la hanche pour transmettre la puissance des jambes et des hanches sur l'objet qu'on veut déplacer. Donc voilà, c'est vraiment, c'est le point, c'est le nerf de la guerre, là, comprendre le psychomoteur, là, les gens leur faire prendre connaissance de leur dos, de leur posture, puis de comment la changer. Vous allez voir que ça, souvent, c'est ça le gros challenge. Un deadlift, quand tu connais le deadlift, tu te dis c'est tellement naturel, il n'y a rien de plus naturel que ça. Mais vous allez voir que c'est un des mouvements les plus difficiles à coacher et les plus difficiles à enseigner. Justement à cause de cette composante-là de les gens, ils sont pas dans leur corps, là. Les gens sont tellement déconnectés de leurs sensations puis de leur corps. Ils prennent pas le temps de sentir. Ben, ils n'ont pas appris souvent à sentir, fait que ils savent pas, là. Eux autres, ils vont tirer de même puis ils se rendent même pas compte qu'ils sont mal placés, tu sais. Ou ils vont avoir, même des fois, ils vont avoir la sensation que ça tire dans le bas du dos, mais ils se disent que c'est normal, tu sais, fait qu'ils n'écoutent pas ça. Fait que c'est souvent de leur enseigner à reconnaître les sensations. Vous allez souvent m'entendre dire à des gens que je coach, OK, qu'est-ce que tu sens? Comment ça file dans ton corps? Parle-moi. Parce que là, ils vont te dire, OK, ben je sens ça là. Parce que des fois, de l'extérieur, ça a l'air d'être correct, ça a l'air d'être un deadlift correct. Puis là, tu demandes, tu dis, ah, je sens ça dans le bas du dos. Tu es comme, oh, non, il y a quelque chose à corriger. OK? Parce que, typiquement, le deadlift, si tu as mal au bas du dos le lendemain, c'est que tu ne l'as pas fait comme il faut. Tu n'es pas censé d'avoir mal au bas du dos. Alors, ouais, breaking news, ça me regarde avec des yeux grands de même. Mais c'est ça, sauf que c'est ça, ça peut être très, très subtil, en fait, les modifications qu'il y a à faire ou la conscientisation de l'activation qu'on a besoin de faire. OK? Moi, je te dirais que 9 fois sur 10, je le sens pas dans mon dos, mais une fois sur 10, ça va m'arriver, puis là, je vais faire comme, OK, soit que j'étais trop fatiguée, puis parce que c'est ça le danger aussi, quand tu es assez fort, ça passe, là, même si tu le fais pas parfaitement bien. Mais tu ne vas pas le sentir sur le coup, puis le lendemain, tu vas être raqué. T'sais? Fait que ce qu'on veut comme sensation dans un deadlift, les omoplates, ici, si les gens vous disent, je sens que ça travaille dans le haut du dos, good. S'ils sont raqués du haut du dos le lendemain, good. Dans les fesses, dans les ischios, tout ça, c'est normal. Tout ça, on en veut. OK? Bas du dos, non. Des fois, tu as des gens qui vont le sentir au milieu du dos. Ça va être beaucoup des gens qui ont une posture à corriger, qui ont beaucoup une posture comme ça. Fait que pour eux, déjà, ça leur demande un effort de juste se redresser. Fait que, et donc, souvent, quand on a une posture comme ça, ben, c'est que les muscles ici, souvent, ils vont être relâchés. Souvent, des gens qui vont beaucoup travailler dans des positions comme ça. Chez les débutants, on va souvent beaucoup avoir la courbature, là, quand ils le font bien, au niveau des omoplates, au niveau du haut du dos. Parce que l'expression du potentiel de force des jambes et des hanches est directement corrélée à la force de la ceinture scapulaire. C'est-à-dire que si je n'ai pas la capacité de tenir ma charge comme ça, je ne peux pas tirer mon deadlift. Fait que le premier maillon de la chaîne, il est là. OK? Si ça, c'est pas assez fort, tu ne décolles pas ton deadlift. OK? Il faut que ça tienne pour que tu sois capable de le monter. OK? Une autre sensation qu'on ne veut pas, c'est la courbature dans les trapèzes sur du deadlift.
le haut du trapèze ici. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que les gens, ils sont comme ça. OK? C'est ça. Il n'y a pas de shrug dans un deadlift. OK? Donc, ça, des fois, on va le voir chez le débutant tu veux tellement que ça monte que tu tires avec les épaules dans les oreilles. Et l'autre chose qu'on veut pas aussi, c'est des mollets. Souvent, ce qui va se passer au début, quand on veut tellement, les gens, ils montent sur la pointe de pied pour faire monter la barre. OK? Donc, ce petit réflexe, c'est comme quand tu joues au Nintendo puis tu fais sauter la manette pour faire sauter le bonhomme, là. C'est le même concept. Voilà. Donc, ce qu'on veut comme sensation au niveau des omoplates, au niveau des fesses, au niveau des ischios, c'est bon. Si on a des sensations au niveau des mollets, du trapèze supérieur ou des lombaires, il y a quelque chose qui cloche. Okay? Donc, le cours fondation numéro 2, je le commence toujours avec du rameur. Ouais, je devrais montrer la séquence de rameur ici. Ah, je n'avais pas prévu ça dans mon cours. Non, c'est correct. C'est juste que je n'avais pas fait mon setup. C'était pas programmé dans mon cerveau. Un petit peu trop. Peux-tu me dire si je suis bien dans le cadre? Ça devrait. OK, merci. Donc, pourquoi je fais commencer avec du rameur? Parce que c'est la même séquence que le deadlift, sauf la partie tirage avec les bras. Mais du coup, ça englobe tout ce qu'on voit dans ce cours-là. OK? On travaille un petit peu aussi la coordination. Parce que, donc, on est sur une extension des jambes. Alors, j'aime pas dire qu'on tire avec le dos. En fait, c'est une ouverture des hanches, OK? Mais les gens, ils vont mieux comprendre si tu leur dis dos. Et si tu leur dis jambes, dos, bras, c'est plus facile à comprendre que extension de hanche. Extension de hanche, là, c'est un petit peu nébuleux pour les gens, là. Déjà, ils ont de la misère à s'en servir, fait que le concept d'extension des hanches, ils sont pas très familiers avec ça encore. Fait que pour que ce soit plus facile à comprendre, la séquence, je dis jambes, dos, bras. Bras, dos, jambes. Donc, au début, on décortique vraiment. Donc, jambes, dos, bras, dos, jambes. L'erreur la plus commune que vous allez voir que les gens font, c'est qu'ils ne terminent pas leur mouvement. Donc, ils tirent comme ça. Fait que là, ici, je tire plus sur ma chaîne, fait que j'avance pas. Fait que là, ils mettent à peu près 3 heures à faire 250 mètres parce que le mouvement n'est pas complet. Donc, c'est de prendre l'habitude, déjà de bien leur montrer la séquence, de leur dire qu'ils doivent donc verrouiller, pas nécessairement verrouiller les jambes, mais vraiment, je cherche un peu mes mots aujourd'hui, terminer le mouvement et rester dans la position jusqu'à ce que les bras soient redevenus tendus. OK? Donc, souvent, je leur fais pratiquer ça, décortiquer comme ça, pour qu'ils impriment bien la séquence. Donc, je les laisse, garde les jambes tendues. Le palonnier, ça s'appelle un palonnier. Le palonnier vient toucher, vient faire contact au niveau du sternum. Dès qu'il a fait contact, il repart. Une fois qu'il est reparti, là, tu peux ramener les jambes. Il y a beaucoup plus à élaborer sur la technique de rameur, OK? Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais pour un débutant, ce qui est important à connaître, c'est la bonne séquence pour qu'il soit capable de transmettre la puissance de ses jambes sur le palonnier, donc sur la turbine, puis qu'il soit capable d'avancer dans son workout, d'avancer dans son échauffement. Okay? La chose à faire attention, c'est comme pour le deadlift. Donc, normalement, on veut sentir que c'est les ischios, que c'est les fessiers, les quadris aussi là, qui vont travailler, donc vraiment au niveau des jambes. Si on a une sensation au niveau du bas du dos, c'est que souvent, on va se jeter en arrière comme ça. OK? Donc, à ce moment-là,
on est moins efficace sur le tirage et ça va solliciter beaucoup les lombaires, ce qui peut devenir inconfortable à la longue. Parce qu'en fait, c'est plutôt un mouvement, une contraction, la force va venir des abdos, en fait. L'idée, c'est vraiment plus de contracter les abdos pour garder le haut du corps en un bloc pour être capable de transmettre la puissance des jambes sur le rameur. Des questions? Mais voilà, après, c'est très, très basique là, comme explication sur le rameur, mais c'est ça. Ça nous évite au moins d'avoir des trucs un peu bizarres qui servent à rien. Là. Donc, oui, c'est ça. Ou souvent, les gens, ils vont tirer comme ça. Donc, c'est comme les ring rows. On garde les coudes près du corps, ça vers l'arrière, au niveau du sternum. Donc, pas trop bas, mais pas non plus dans la gorge. On ne veut pas non plus aller se coucher sur le rameur. Garder un petit angle. Et des fois, les gens, ils vont pas assez loin devant. Mais là, il y a une composante de mobilité. Soit cheville, soit hanche, tout ça. On veut pas que les gens soient complètement arrondis, mais on peut pas non plus tellement garder un dos complètement rigide. Fait qu'il va y avoir un petit mouvement là, dans la colonne qui est correct. Voilà. Ça fait le tour un petit peu de la base pour le rameur. Donc, sur ce cours-là, vous commencez le cours, vous les mettez sur le rameur, vous regardez un peu la séquence, tac, tac, tac. Puis ça va vous donner aussi des éléments pour coacher après sur votre deadlift, puisqu'on est dans la même séquence un peu ici. Donc, des fois, ça va vous donner des cues pour les aider à comprendre. Puis, quand tu coaches du deadlift, plus que tu as de cues, plus que tu as d'outils, mieux ça va. Donc, une fois qu'on a fait ça, je commence avec la mobilisation pour la colonne vertébrale. Donc, il y a deux mouvements que j'aime bien qui vont aider à comprendre beaucoup puis à établir le vocabulaire que vous allez utiliser avec la personne. Ça aussi, c'est un autre truc important, les éléments de langage. Donc, le spine roll, où est-ce qu'on vient enrouler la colonne en commençant par la tête, les épaules, le nombril. En France, on dit nombril. Voilà. Et donc, je leur demande de descendre le plus bas possible, mais sans forcer. S'ils touchent à terre, tant mieux pour eux autres, sinon, c'est pas grave. Et ensuite, de redérouler vertèbre par vertèbre, autant que possible, terminer par la tête. Quack, quack. On ne l'entendra pas, c'est pas grave. Ceci est un excellent moment pour vous rendre compte de la motricité et de la mobilité de la colonne vertébrale de la personne. Okay? Vous allez voir des gens qui, des fois, vont avoir des plateaux comme ça, des endroits où ça ne bouge pas du tout. Là. Donc, ça va vous donner des indications assez précieuses sur l'état de santé de votre participant. Les Chinois disent « Vous êtes aussi vieux que votre colonne vertébrale ». Donc, il y en a, ils sont très, très vieux. Voilà. Donc, ça, c'est pour le spine roll. Et ensuite, l'autre que j'aime bien utiliser, c'est le cat-cow. Donc, je l'ai fait installer comme ça. On pourrait le faire au sol, mais je trouve ça malaisant pour les gens. De les faire mettre à quatre pattes, puis de les faire ça comme ça. Quand on est tout seul, c'est pas pire, mais quand il y a du monde autour, pour les filles aussi, je trouve ça malaisant des fois de leur faire ça quand il y a plein de monde autour. Fait que moi, je le fais faire dans cette position-là. Ça permet quand même de réussir à faire le mouvement. Donc, je vais leur demander d'arrondir le dos au maximum comme un chat qui n'est pas content. Et ensuite, de venir faire l'inverse, donc de cambrer en relevant la tête et en renversant le bassin vers l'avant. Je leur demande de faire quelques allers-retours, comme ça. La même chose, vous allez vous rendre compte du degré de psychomotricité des gens. Il y en a, ils ne comprennent pas. Ça fait comme ça, il y a des shortcuts dans le cerveau, je te jure. Là. Et il y en a, tu vas leur dire « cambre ». OK.
Non, c'est l'autre bord, cambre. Là, OK. Donc, c'est pour ça que c'est important d'établir qu'est-ce qui veut dire quoi. Parce que les gens, il y en a pour eux autres, arrondir, c'est ça, puis fait que arrondir ici, cambrer ici. Et ensuite, je leur explique que pour le deadlift, on ne veut ni tirer comme ça, ni l'inverse, donc on ne veut pas une hyper-extension non plus. On veut être entre les deux, là où la colonne est en position neutre. Donc là, souvent, je vais leur demander, OK, trouve ton milieu. Tu penses qu'il est où ton milieu, toi? Fait que là, ils vont se placer d'une certaine façon. Des fois, ils vont être trop encore arrondis. Des fois, ils vont être encore trop cambrés. Là, vous pouvez les ajuster. Puis là, leur dire, OK, ça, là, ce que tu sens, c'est ça la position. Et c'est ça qu'on veut. Et déjà, là, on vient de poser un petit marqueur qui va les aider à se repérer après sur le deadlift. OK? Ce qui va marcher le mieux vraiment, là, c'est de leur donner des repères sur leurs sensations. Parce que ça reste à l'intérieur d'eux, tu sais. Parce que la position, il n'y a pas de miroir, ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas se dire, OK, oui, c'était ça. OK, comment tu feels? Tu sens-tu la tension là? Tu sens-tu ci? Tu sens-tu ça? Ça, là, c'est de même, il faut que tu le sentes. OK. Puis ça, le corps humain, puis le cerveau, il s'en rappelle. C'est plus facile à se rappeler qu'une position, le doigt là, le truc là, l'espèce de code comme ça. La sensation, le corps, il s'en rappelle beaucoup plus facilement. OK. Ensuite, donc spine roll, cat cow, good morning, avec la barre sur les épaules ici. Généralement, ça va être assez simple de les amener à faire un good morning avec le dos droit, parce que dans cette position-là, ça resserre les omoplates. Si vous faites le test, squeezez vos omoplates, puis vous vous penchez en avant, automatiquement, vous allez avoir le dos droit. Relâchez les épaules, penchez en avant, automatiquement, ça va s'arrondir. OK? Donc, avec le good morning, presque directement, avec le bâton, je veux dire, on est dans une position où les omoplates sont squeezées. Donc, c'est plus facile d'avoir déjà une bonne posture. Donc, ça donne vraiment l'introduction à la flexion de hanche. OK? Donc là, je commence à expliquer qu'il y a les lombaires et la hanche, qui sont deux articulations qui sont très proches l'une de l'autre, et que souvent, on va mélanger l'action des deux. OK? On va mélanger la flexion lombaire avec la flexion de hanche. On va faire un petit peu des deux. Nous, ce qu'on veut dans un deadlift, c'est seulement une flexion de hanche. On ne veut pas de flexion lombaire. Donc, ça va être un travail psychomoteur pour eux à faire, un travail de sensation. OK? Donc, c'est ça qu'on essaye de leur apprendre, de leur montrer. Donc, je vais aussi faire dans cette espèce de petit warm-up les fameux bend pull apart. Où est-ce que donc, je leur demande bras tendus, les épaules basses, et on vient juste squeezer les omoplates. Donc, ce qui peut aider des fois, c'est de mettre votre main comme ça entre les omoplates, puis de squeeze ma main. Parce que les gens, tu peux faire ça sans utiliser tes omoplates. Hein. Là, je ne squeeze pas mes omoplates du tout. Je ne peux pas le montrer à la caméra, mais là, ben tiens. Viens. Mets ta main comme ça entre mes deux omoplates. Donc là, je vais le faire sans mes omoplates. Tu sens qu'il ne se passe rien. Là, je fais avec mes omoplates. OK? Oh, tu m'as cassé le doigt! Donc, n'hésitez pas, quand vous leur faites faire ça, mettez-vous derrière, regardez s'il y a du mouvement. Puis souvent, ça aide. Je mets mes mains, puis je suis comme, squeeze mes doigts. OK? Puis là, OK, c'est ça. Parce que si vous faites faire juste ça, ça ne transférera pas après sur le deadlift. OK? Donc, une fois qu'on a fait tous ces petits mouvements-là, là, vous avez toutes vos pièces pour aller enseigner le deadlift. Donc, je disais tout à l'heure que la colonne vertébrale va servir de levier pour le deadlift. Pour faire un levier avec notre colonne, il faut la stabiliser. On fait une première étape de stabilisation avec les omoplates derrière.
Si je fais trop d'omoplates, ben, je me retrouve en hyperextension. Donc, on ne veut pas ça. Donc, deuxième acteur, les abdos. Donc, on va venir envoyer la cage thoracique vers le bas. Tac, comme ça. C'est ça. Point. Donc, squeezer les omoplates, engager les abdos. Donc là, on vient stabiliser notre colonne vertébrale de derrière et de devant. On a un levier qui est stable. Et à partir de là, pour avoir meilleur accès à notre flexion de hanche, on va venir déverrouiller nos genoux pour pouvoir engager notre flexion et notre deadlift. Donc, juste, je reviens rapidement sur le good morning. Moi, ce que je leur dis, c'est ça. Donc, bâton sur les épaules, on déverrouille les genoux, on vient se pencher en avant. Vous pouvez aussi dire, on pousse les fesses en arrière. Vous pouvez les inciter à mettre le poids du corps sur les talons. Pensez à leur dire quand même d'engager les abdos pour pas non plus, c'est ça, qu'on se retrouve trop en hyperextension, que le dos soit trop cambré. Voilà, donc ça va nous servir après dans le deadlift. Donc, je commence toujours avec un bâton, comme tous les mouvements avec la barre. Les pieds sont sous les hanches, les mains un peu plus larges que les épaules. Première étape, je viens resserrer mes omoplates. J'engage mes abdos, je déverrouille mes genoux et je me penche en avant. Donc, me pencher en avant, ça veut dire que mes épaules, là, sont derrière la barre. Mais là, je veux envoyer mes épaules devant la barre. Je garde ma barre au contact de mes cuisses pendant tout le mouvement. Une fois que j'ai éclairé mon genou, je fléchis un petit peu mes jambes et je m'arrête au milieu du tibia. Pour remonter, j'appuie dans le sol. Une fois que j'ai éclairé mon genou, je squeeze les fesses pour me remonter. En tout temps, la contraction au niveau des omoplates, elle reste. Des fois, vous allez voir ça, OK? Ça s'effondre, ça se relâche. Donc là, c'est de répéter, de redire non, il faut maintenir. Des fois, vous pouvez garder votre main dans leur dos pendant tout le mouvement pour les aider à comprendre ça. Évidemment, il y a une composante de mobilité de hanche et de souplesse d'ischio dans le deadlift. Donc, quelqu'un qui est très raide ou qui a une frozen hips, donc des hanches qui bougent très peu, là, qui s'ouvrent très peu, on va avoir beaucoup de mal à aller chercher un départ de deadlift au sol. Et la personne ne sera pas capable d'être trop raide. Là, elle va être à son max. Et on va avoir un dos qui est comme ça. C'est très frustrant, mais on ne peut pas leur faire du deadlift comme ça. Donc, c'est quoi le fixe? On met des plates par terre, on met la barre sur les plates. On en met autant que c'est nécessaire pour que la personne soit capable d'avoir un départ avec une posture dos droit. Si la barre est au niveau du genou, c'est ça. Parce que ça ne vaut pas la peine, c'est sûr qu'ils vont se faire mal. C'est sûr. Ils n'ont pas la mobilité pour avoir la bonne position. Tu ne peux pas l'inventer, là. OK? Fait que si tu veux que la personne puisse profiter des bienfaits du deadlift sans être raqué du bas du dos, sans se faire mal, on fait une plateforme, on met la barre dessus. Puis ça, c'est non négociable. Si la personne a fait non, mais non, c'est non. Si tu fais ça ou tu t'en vas. Il n'y a pas de non. C'est non. Donc, ce qui m'amène au départ, donc, je leur fais faire plusieurs répétitions bâton. Ensuite, je vais prendre, en fonction de la personne, soit une barre technique, soit une barre de 35 ou 45. On est fort sur le deadlift. C'est le mouvement sur lequel on est le plus fort. Okay? Les hanches, les jambes, il n'y a rien de plus fort que ça dans le corps humain. Donc, tout le monde est capable de faire un deadlift. Pratiquement tout le monde est capable de faire un deadlift à 35 livres. Hein? Parce que tout le monde ramasse des sacs d'épicerie, tout le monde ramasse des enfants, des affaires. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, ça les impressionne. Ici, un petit peu moins, mais en France, les filles étaient très impressionnées. Mon Dieu, 20 kilos, je ne peux pas soulever 20 kilos. Oui, oui. Ta sacoche, ça pèse combien, tu penses? Ginette. Non, mais tu sais, c'est ça. Les gens sont souvent soit impressionnés par le deadlift, soit intimidés. Parce que c'est facile de se faire mal sur le deadlift quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas appris à dissocier
la flexion lombaire, de la flexion des hanches. OK? Donc, oui, c'est ça. Alors que c'est complètement faux. C'est juste, c'est pas fait du deadlift, c'est apprends à faire du deadlift. Puis après ça, le nombre de gens qui m'ont dit hey, mais oui, à cette heure, je pense à toi, je déplace de quoi? Je suis comme tchac, tchac, j'ai plus jamais mal au dos, ça va bien, c'est fantastique. Mais oui, il faut juste apprendre, en fait. Juste apprendre la bonne technique. Donc, c'est ça. Je prends la barre technique ou la barre de 35 et je vais mettre un 10 de chaque côté pour pouvoir leur apprendre le démarrage du sol. Okay? Très important parce que là, on travaille d'en haut, c'est assez simple, mais là, il faut leur apprendre à faire l'activation à partir d'en bas. Okay? Ce qui est un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. C'est l'étape d'après, quoi. Donc, important, leur dire, toujours être au contact de la barre. Les gens ont tendance à se mettre un petit peu plus loin ou à la laisser partir en avant. Pourquoi on veut être au contact de la barre? Parce que une charge, plus elle est près de ton centre de gravité, plus elle est facile à manipuler, plus elle est facile à gérer. Plus elle s'éloigne, plus elle va devenir lourde, entre guillemets. Okay? Et plus elle s'éloigne, plus il y a de tension sur mon levier. Et souvent, où est-ce que ça va se répercuter? Au niveau du bas du dos. De toute façon, vous l'avez sûrement déjà senti quand tu essaies de pogner une affaire un petit peu loin ou que tu veux aller porter quelque chose loin, tu le sens, c'est directement à ce niveau-là qu'on sent la tension. Okay? Donc, très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire ça. Ça veut dire que quand on apprend, il faut l'apprendre bien, puis qu'après ça, quand on se renforce, puis qu'on est plus mature dans le mouvement, là, on peut se permettre d'aller travailler avec des trucs plus loin ou de sortir de l'axe et tout ça, OK? C'est pas... faut pas s'enfermer dans la mécanique puis dans les techniques qu'on apprend. C'est que c'est les bonnes techniques pour apprendre puis commencer, mais après ça, on peut continuer d'évoluer. Quand on devient plus fort, quand on devient plus mature dans la gestion de nos positions, dans la gestion de nos activations, là, on peut se permettre d'explorer, puis d'aller plus loin, puis de sortir de l'axe, puis de faire des push-ups plus larges, puis de faire toutes sortes d'affaires. Bref, petit aparté. Donc, attention au placement des mains et des pieds. Souvent, on va avoir des gens qui mettent les mains trop près et qui vont avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur, comme ça sur le deadlift. Okay? Donc, comme pour le squat, on veut pousser les genoux vers l'extérieur. Donc, écarte un petit peu les mains pour ne pas être bloqué par les bras sur le setup du deadlift. Okay? Donc, comme pour le squat, d'aller pousser le genou vers l'extérieur un peu, ça va venir créer du torque dans la hanche, nous permettre de recruter davantage. C'est aussi pour ça qu'on est plus fort sur du sumo deadlift. Okay? On est en ouverture, plus de torque, plus d'activation au niveau du fessier. Okay? Si vous en avez déjà fait, vous avez déjà senti la courbature dans la fesse du sumo deadlift. Voilà. Donc, c'est ça. Sur le setup, moi, ce que j'aime bien leur dire, qui va les aider des fois, c'est de se servir du poids de la barre pour venir aplatir le dos. Okay, de tirer un petit peu. Merci. Parfait. De venir se servir du poids de la barre, justement, là, pour venir chercher de la tension pour aplatir le dos. Souvent, on va avoir de l'appréhension au départ et ça va faire ils vont donner un à-coup. Puis là, quand on donne un à-coup, qu'est-ce qui se passe? Pac! On relâche, on perd l'activation. Okay? Donc, il faut à tout prix éviter d'avoir des à-coups sur un départ. Donc, le départ se fait lentement, c'est correct. Dès qu'on a décollé du sol, là, on peut s'accélérer. Okay? Mais c'est ça, au début, il faut enlever l'appréhension. Puis, oui, c'est ça, enlever l'appréhension, pardon. Mais bulle au cerveau pour éviter d'avoir un à-coup. Très, très important parce que si on perd l'activation au départ, on ne peut pas la récupérer pendant le lift. OK, elle est partie pour toujours. Toujours. Et aussi, attention à la dernière rep. 5. OK, j'ai fini. Ah! Non! Tant que tu as quelque chose dans les mains, tu ne te relâches pas. Quand tu n'as plus rien dans les mains, là, c'est correct, tu peux relaxer. Mais tant que tu as de quoi dans les mains, tu restes actif, tu restes solide, tu restes concentré. Parce que c'est là
que tu vas te faire mal. Ou sinon, si tu ne veux pas la redescendre, tu la drops. Vous pouvez leur montrer à dropper aussi. Dans le début, les gens, ils ont peur pour leurs pieds. Ils font ça. Mais je sais, moi, je l'ai fait au début aussi. J'étais comme « Ah! Mes pieds! » Donc, c'est ça. Après, comme je disais, la plus grosse difficulté que vous allez avoir, c'est des gens qui vont avoir du mal à comprendre le positionnement. Chez les gars, on va avoir beaucoup plus de raideur au niveau des hanches, donc beaucoup moins de mouvement au niveau du bassin. La bascule du bassin ne se fait pas ou très peu. OK? Et donc, souvent, ils vont être un peu pognés comme ça. Caméra. Ils vont être un peu pognés comme ça. Fait que là, c'est dur de leur faire ça. Des fois, c'est juste le psychomoteur. Parce qu'il y a des gens pour qui faire ça, c'est très vulnérabilisant et très inconfortable. OK? Pour plein de raisons. Il peut y avoir des fois des traumatismes liés à ça, des choses. Donc, il y a des gens qui vont être très mal à l'aise de sortir les fesses comme ça. OK? Donc, quand vous sentez que c'est ça, insistez pas trop. Essayez de mettre la personne confortable, qu'elle se sente en sécurité. Des fois, c'est de s'installer dos à un mur, être sûr qu'il n'y a personne derrière. Des fois, c'est de donner un petit peu d'espace aussi, puis de ne pas être là à checker comme ça, de regarder un petit peu du coin de l'œil. Des fois, c'est ça, si vous voyez que ça y va vraiment pas, on fait une plateforme, on surélève un peu pour être sûr que la personne est en sécurité dans son deadlift. Puis, au fur et à mesure, elle va se détendre, puis elle va accepter d'aller un petit peu plus dans la position. Okay. Après, chez les filles, souvent, on va avoir des hyperlaxes. Donc là, on va se retrouver avec du deadlift très, très, très cambré. Donc là, il faut les ramener. Il faut les ramener. Il faut aplatir un petit peu plus. OK? C'est peut-être pour ça que tu as mal au bas du dos. Toi, tu as peut-être plus d'hyperlaxité. Fait que pour toi, le focus, ça va être de revenir dans tes abdos puis de vraiment te concentrer à garder ton gainage, focuser sur ton gainage plus pendant un bout de temps pour que ça s'imprime. Parce que ton réflexe d'activation, tu sais, tu as un bon corps, tu es forte. Donc, juste le réflexe d'activation normal, sans que tu y penses, il est suffisant pour te permettre de faire tous tes mouvements. Mais quand on arrive sur du deadlift lourd, là, ça devient plus suffisant. Fait qu'il faut que tu y remettes une petite coche de conscient pour aller renforcer ça. Puis des fois, de revenir aussi à, OK, quand j'arrive en haut, là, je squeeze mes fesses. Vraiment penser que c'est ces deux éléments-là qui font le travail. OK? Donc, c'est ça. Donc, souvent, chez les gars, on va avoir des positions plus comme ça, par manque de mobilité au niveau de la bascule du bassin. Chez les filles, des fois, on va avoir beaucoup de cambrure par hyperlaxité. Donc, il faut focuser plus sur le gainage, l'activation des abdos. Mais vous pouvez avoir l'inverse aussi. Voilà. Mais c'est les cas généraux qu'on voit le plus souvent. Puis, prenez jamais de risque sur le deadlift. Better be safe than sorry. Vaut mieux que la personne la mette moins lourd, qu'elle sorte d'ici en sentant qu'elle n'a pas tant forcé, plutôt qu'elle sorte avec un mal de dos. Puis, de toute façon, chez les débutants, il faut y aller vraiment graduellement. Il n'y a pas de rep max avant au moins 6 mois si la personne est assidue. Là. Sinon, c'est 1 an. Là, on peut monter à du lourd tranquillement, oui, mais pas aller à des max. Le système nerveux, il n'est pas prêt. Il n'est pas du tout prêt. Et les structures non plus sont pas prêtes. Même si ça a l'air correct, tu dis, hey, ça a l'air bien son affaire, c'est un piège. C'est un piège. N'allez pas là. Même si la mécanique est parfaite, que ça a l'air beau, puis tout ça, le système nerveux n'est pas prêt. Puis ça se voit pas. OK? Quelqu'un qui vient de commencer, il n'est pas prêt à aller sur de la rep max. Son système nerveux n'est pas assez mature pour ça. OK? Voilà. Des questions sur le deadlift? La bascule du bassin? Mon fameux One Leg Good Morning, là, que je vais vous expliquer plus en détail dans le cours sur les échauffements. En fait, c'est qu'on va vouloir assouplir l'ischio.
assouplir le psoas, parce que dans le fond, ben, c'est tes deux éléments ici là, qui vont aider à la mobilisation. Évidemment, ben, renforcer tout ce qui est abdos-gainage, parce que c'est ça qui vient tirer là, pour faire bouger. Mais après, ça peut être de l'adducteur aussi, ça dépend des gens, où est-ce qu'ils sont leurs tensions. Mais si déjà, typiquement, tu as un gars qui squatte comme ça puis qui ne peut pas écarter ses genoux plus, des bonnes chances que son bassin, il ne voudra pas partir là. OK? Parce que si ici, c'est tête, comment je fais pour aller là? Hein? Parce que là, ça vient tirer comme ça. Donc, ça va être soit de l'adducteur, soit de l'ischio, les deux. Ça peut être un peu du piriforme. Mais c'est ça, l'unilatéral hypotenuse que je vais vous montrer dans l'autre cours, là, ça fait pas mal de miracles là, sur décristalliser ça ici puis récupérer la mobilité au niveau du bassin parce qu'on vient travailler flexion avant, flexion arrière, rotation externe, rotation interne. Donc ça va vraiment aider à délier puis récupérer du mojo. Sinon, on peut y faire du cerceau. Je faisais des fois dans les cours mobilité ou les cours de gymnastique, je faisais justement travailler juste ça. Ben déjà, juste amener à la conscience qu'il faut qu'il y ait du mouvement ici. Là. Donc ça, c'est ça la bascule du bassin. Tac. Donc au début, c'est ça. Tu fais mettre une main en avant, une main en arrière. Là, ta fesse ici. Puis après ça, t'aplatis. Déjà, tu as quelqu'un qui est là de même, là, ça ne marchera pas. Si ça, c'est son max, tu peux être sûr que le bassin ne bouge pas de là. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va surélever les fesses. On va les mettre sur un petit banc, sur une box. Des fois, il faut une box, des fois, il faut 24 pouces. Se mettre là, puis là, OK. Là, ils sont capables de venir chercher. Mais là, tu vois, même moi, j'en ai beaucoup plus là, en surélevant. Parce que là, j'ai enlevé de l'équation, de la souplesse d'adducteur puis de la souplesse d'ischio. Fait que ça va mieux. OK. Voilà. Autre question. D'accord. Ça fait déjà 1 heure, quasiment. On fait une petite pause avant de faire la suite. Je finis juste avec, OK, 2 choses. Une chose. Souvent, si c'est possible, en fonction de à quelle vitesse ça va dans le cours, je vais introduire dans ce cours-là le box jump. C'est pas bien long, là. Tu leur demandes, tu leur présentes cette box-là, tu leur dis est-ce que tu te sens à l'aise de sauter là-dessus? S'ils font non, OK, attends, on va mettre une plate, saute, 2 plates, saute, tac, tac. Ça nous permet de voir leur détente, donc leur capacité à sauter, où est-ce qu'ils en sont là-dedans. Si ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas sauté, ils vont faire « Oh! Je ne sais plus faire! » Donc, c'est important de restaurer ça parce qu'on en a besoin dans l'haltéro. OK? Puis, parce qu'on fait des box jumps, donc c'est bien de leur montrer, parce que, tu sais, des fois, quand on est dans les cours, on dit « Ah, box jump, tout le monde sort les box », puis là, la personne est comme pas capable de sauter là-dessus. Ou la personne, elle se dit « Oui, je suis capable, mais clairement pas capable, là! » Elle se dit « Oui, j'ai fait ça il y a 25 ans, je suis encore capable. » Non! Tu peux pas! Ça marche pas comme ça! Parce qu'il y en a qui arrivent avec une surconfidence parce qu'ils se sont pas aperçus que les capacités s'en vont à un moment donné quand tu les as pas utilisées, tu sais. Fait que c'est bien, c'est ça, ça prend 2 minutes, tu les fais sauter un peu, tac, tac, OK. Puis là, tu leur expliques si la personne est à cette hauteur-là, ou tu dis, ben là, dans les cours, quand tu vas venir, puis qu'on fait des box jumps, ben tu utiliseras les plates comme on a fait ensemble. OK, tu fais ton petit stack de plates. Il y a plein d'autres gens aussi qui font ça, puis graduellement, tu vas passer à la boxe. Voilà. C'est comme ça fluidifie dans les cours, puis ça évite d'exposer la personne, de mettre la personne en situation d'échec dans un cours. Tu sais, qu'elle fasse Chris, tout le monde a une box, puis là, moi, je viens d'essayer de sauter dessus, je me suis pété à l'œil, j'ai l'air d'un élasticable, je viens plus jamais ici. Donc, comme ça, moi, la personne est rassurée, c'est ah oui, ça, je sais, on m'a dit, moi, je prends ça. Je fais, tu sais, elle connaît sa modification. Il faut les rendre le plus autonomes possible, puis, ben, c'est ça, ça évite de les mettre en situation d'échec. OK, c'est la pause. Oui. Oui, s'il te plaît. Je vais boire du l'eau.